La part créative. Les textes suivants sont écrits pour être écoutés. Installez-vous confortablement, laissez-vous faire. Toute forme d'abstraction est une articulation molle, sans rotule, extrêmement spongieuse et ne justifie aucune vérité. Il n'y a pas d'objet séparateur et hygiénique excluant le rationnel à l'irrationnel. Ainsi, vous pouvez, si l'exercice est réussi, offrir un concert à vos yeux, un paysage à vos oreilles. Les sujets traversés n'ont que très peu d'importance, ils sont le spectre d'un monde utopique où toutes les matières sont de masse équivalente. Il existe un concept tombé dans le domaine public entre les 10 jours de création du monde et la fermeture du Black Mountain College, que les gens appellent la part créative. Cette démocratisation de la création remplaça une autre idée, celle qui consiste à élever l'artiste au rang de héros, puisqu'il est détenteur d'une responsabilité monumentale. Tombée du camion, triturée, tripotée, puis mâchouillée, cette dernière s'est alors bizarrement retrouvée teintant de bleu le cuir de toutes les langues. Passant ainsi du statut presque divin, de refus des normes au droit commun, de tout apprenti chimiste amusé par sa petite pétole. À travers cette dégénérescence non programmée, on observe deux attitudes. L'une repose sur la peur de l'incompréhension et se matérialise généralement par un petit ricanement paternaliste vis-à-vis de l'œuvre inaccessible. Elle dessine ainsi la frontière qui sépare le marginal, pour ne pas dire le fou, du reste de la société beaucoup plus pliable. L'autre attitude se manifeste par une réappropriation générale du statut du créateur. Elle nourrit le mythe du talent, inexplicable, comme si une flèche enchantée nous avait tous donné accès à l'art, à la décoration, afin d'éviter le simple consentement du besoin biologique. Ces deux postures, apparemment paradoxales, véhiculent en fait une même idée. La singularité menace le récit collectif, et donc le groupe, d'où la peur de l'incompréhension et le ricanement paternaliste. La réappropriation générale du mythe alimente le même système normatif, puisque l'inexplicable empêche toute remise en question du groupe et du récit collectif. Laissez, Yvonne, laissez donc. Laissons. Il existe un magnifique animal qui, aux yeux du monde et par son utilisation, passa justement du statut de fou, de dégénéré, à celui de meneur de foule, c'est-à-dire d'une menace pour le récit à sa diffusion même. Drôle est de constater qu'il s'exécuta d'abord sous le chapiteau du cirque, puis sous ceux de l'église. Opulent et plein de confiance, il incarne l'esthétique de la synthèse des arts, à la fois sculpture, peinture, architecture, mobilier, musique et performance. Il s'approprie les formes, les sons, les danses de ses collègues plus modestes. Une œuvre totale au service du récit. Un oiseau lyre gonflé aux stéroïdes, prêt à en découdre avec les éléments. Fini les petits vols à l'arraché de ses camarades de chorale, c'est l'univers entier que l'orgue braque, s'exhibant outrageusement et avec fracas, mais non sans grâce, jouant de son boa, perdant ses plumes et ses perles sur la nef. Suzanne esquive, Thérèse valdingue, et puis plus rien. Le souvenir d'un brame qui doucement se dissipe. L'orgue se sert donc de tous les costumes, se déguise pour mieux comprendre, n'est-ce pas là au centre même de cette disposition à l'empathie que se trouve le rôle de l'artiste?
une quête de l'identité particulière pour une responsabilité universelle, un empirisme, une amplification du jeu au service de l'humanité. Mais quelle générosité, quelle bienveillance! Cependant, cette immense responsabilité ne tient qu'à rendre ces identités intelligibles. Le réel est amené à muter, puisqu'il est considéré comme une hypothèse parmi d'autres, un déguisement parmi d'autres, et l'artiste qui se joue du réel met en échec la mémoire et cultive le désapprentissage. En 1844, on peut lire d'un auteur inconnu: Papa, Zizi va lire une page du Canari. Ce sera joli. Ce canari habite une petite cage. Le minet loge à côté du canapé. Le canari vole d'ici, minet rôde de là. Le canari picote le pâté fixé à la cage. Minet n'a ni cage ni pâté. Le canari a vite deviné, bu, vite digéré. Minet épie la jolie petite bête, va à la cage, la menace de sa patte. Le canari devine sa féroce idée, se retire, vole d'ici, vole de là. Sa tête jolie se tape à la cage, sa patte si petite se pèle à la barre. Docile le canari, au zizi se rata, fidèle ami. Le canari, le favori de Zizi. On imagine Bob Clampett et Freeze Freleng la nuit du 25 février 1942. Observant comme 1 million d'Américains un ovni argenté au-dessus de la ville de Los Angeles. L'OTAN, NATO, en version originale, ouvre le feu durant 10 heures, pensant qu'il s'agit d'une réédition japonaise de Pearl Harbor, survenue quelques mois plus tôt. Après 6 morts, et en fait, c'est une fausse alerte. Plus tard, on appelle quand même ça The Great Los Angeles Air Raid. Et on commence gentiment à mettre cette histoire sur le dos, pour autant qu'elle en ait un, des petits bonhommes verts. Suite à toutes ces émotions, Beb et Fritz ont bien besoin d'un petit remontant. Alors ils se rendent au SeaWorld, sur Sunset Boulevard, où ils retrouvent leurs amis. Quelques gin fizz plus tard et pas mal de mauvais jeux de mots, surtout de la part de Bob qui n'en rate pas une. Freeze reprendra bien un gin. Ton jeans a vraiment une tête de Freeze. Et d'ailleurs, ta tête Freeze le ridicule. Freeze perd patience, se lève, claque la porte, qui n'est autre que le rideau du SeaWorld, saute littéralement dans la première Chevrolet spéciale de luxe convertible qui passe. Le plus loin possible, s'il vous plaît. Je vais à l'aéroport. Alors moi aussi. On passe à côté de rien qui va devenir le magnifique team building de l'Axe, cette architecture mi-tarentule, mi-soucoupe qui, on ne peut pas le nier, nous rappelle les événements d'hier, mais encore trop tôt pour les blagues. Alors on fait comme si on n'avait rien vu, ce qui n'est pas complètement faux puisqu'il sera construit 20 ans plus tard, et on s'y flotte innocemment. Excédé par l'humour léger hollywoodien, Freeze Freleng prend le premier vol pour Londres, où il passera quelques vacances chez une vieille tante. Généreuse comme tout et surtout ravie de se désencombrer, la tante remplit les valises du pauvre Fritz qui, l'entonnoir au coin du bec et totalement démuni face à la frénésie gériatrique, n'ose protester. Tu reprendras bien encore une tranche de mon délicieux Wellington. Oh, qu'il est délicieux. Sinon, tu es très très triste.
Dépassé par la folie nourricière de la vieille femme, Frise repart, le foie prêt à être délicatement déposé sur le coin d'un toast, et les valises remplies d'ustensiles plus inutiles les uns que les autres. Mais entre la pince à équeuter les fraises et l'enrouleur à spaghetti, Frise trouve, et là vous allez comprendre, le fameux texte de l'auteur inconnu français. Un petit livre avec de grosses lettres regroupées par syllabes, souvenez-vous, papa, zizi, etc., etc. Frise apprécie la comptine et revient auprès de Bob à Los Angeles avec une idée de scénario à suspense qui tiendra le monde en haleine durant des décennies. Un chat qui veut manger un canari, c'est-à-dire Tweety et Sylvester, Titi et Gros Minet. On comprend le traumatisme des dernières semaines. Des petits bonshommes verts, l'humour gravulé hollywoodien, puis la folie gériatrique, mais force est de constater qu'il y a fausse route. Et que cette route est en fait une montagne, et que l'on gravit nu, un caillou sur le dos. Caillou qui, vous l'aurez compris, une fois vissé au sommet, dégringole, fissard, ricochant joyeusement et pac. Merci, on peut tout recommencer. Et Titi, qui d'épisode en épisode ruse pour échapper aux griffes de Sylvestre, enfin sauf. Époque. Merci, on peut tout recommencer. Titi radote d'ailleurs tellement qu'il finit par en perdre le langage. J'ai cru voir un rominet. Le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a erreur sur la marchandise. Titi est un canari. Souvenez-vous. Ainsi, l'artiste qui se joue du présent met en échec la mémoire et cultive le désapprentissage. Le canari, justement, présente à chaque saison des amours, un nouveau chant et de nouvelles variations très différentes des années précédentes. De magnifiques représentations, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Et pour faire émerger la nouveauté, il utilise une technique radicale, l'oubli. Un fascinant petit pas de côté au service de la séduction. Et comment? Il use une stratégie biologique. On ne peut plus simple, la suppression d'une partie de ses neurones, laissant le soin à la perception d'en développer de nouveaux, qui, vierge de tout historicisme, ne peut qu'improviser. On se situe à des galaxies du zozoton régressif de l'autre hydrocéphale qui n'oublie rien du tout, mais stagne dangereusement dans sa zone de confort. Aussi masochiste soit-elle, elle a le mérite d'être claire, le caillou, la route sinueuse, quel ennui! Il est agréable de constater que grâce à l'utilisation stratégique de la perception et de ces fascinants petits sauts de chat qui nous écartent et nous propulsent quelques millimètres plus loin à chaque fois, nous ne sommes pas uniquement des lombrics améliorés, c'est-à-dire des tubes digestifs sur pattes. Chapeau l'artiste. Galilée, en 1633, converse avec Simplicio, l'aristotélicien, et Sagredo, leur ami, à propos de l'imperceptibilité des mouvements communs. Sagredo. Supposons que la pointe d'une plume à écrire placée à l'intérieur du navire, tout au long de la traversée qui m'emportait de Venise à Alexandrie, ait pu laisser un signe visible de la totalité de son voyage. Quelle trace, quelle marque, quelle ligne aurait-elle laissé? Simplicio. Elle aurait laissé comme une trace, une ligne qui serait allée de Venise jusqu'à là-bas. Cette ligne ne serait pas parfaitement droite, ou pour mieux dire, elle ne formerait pas un parfait arc de cercle,
ce serait plutôt une ligne, tantôt moins ondulant, suivant les balancements plus ou moins importants du vaisseau. Mais ces inflexions, ou deux coudées en certains endroits, à droite ou à gauche, vers le haut ou vers le bas, sur une longueur de plusieurs centaines de miles, n'auraient que peu modifié l'allure générale du tracé de cette ligne. Il serait à peine sensible, on ne se tromperait guère en disant que cette ligne est une partie d'un arc parfait. Sagredo. Ainsi le mouvement vrai, très vrai de cette pointe de plume aurait été lui aussi un arc de cercle parfait si le vaisseau, laissant de côté le balancement de la mer, avait avancé dans le calme et la tranquillité. Et si c'était moi qui avais continuellement tenu la plume en main, me contentant de la placer parfois d'un ou deux doigts d'un côté ou de l'autre, quelle modification aurais-je apporté à ce tracé principal très long qui serait le sien? Simplicio, cela représenterait bien moins pour une ligne droite de miles coudés que les écarts d'un œil de puce à certains endroits par rapport à la rectitude absolue. Sagredo, si donc un peintre avait commencé, en quittant le port, à dessiner avec cette plume sur un papier et continué à le faire jusqu'à Alexandrie, il aurait pu tracer à la plume toute une histoire avec beaucoup de figures ou contours parfaits et assurés en mille et mille directions avec des villages, des édifices, des animaux et toutes sortes d'autres choses, et pourtant tout le mouvement véritable, réel et essentiel de la plume n'aurait été qu'une ligne très longue, mais toute simple. Le peintre, pour ce qui est son opération propre, aurait tracé exactement les mêmes lignes que si le navire était resté immobile. Qu'il n'y ait d'autres traces du très long mouvement de la plume qu'on les traits sur le papier, la raison en est que le grand mouvement de Venise à Alexandrie était commun au papier, à la plume, ainsi qu'à tous ceux qui se trouvaient sur le navire. Mais parce que les minuscules mouvements vers l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, que les doigts du peintre ont communiqué à la plume mais pas à la feuille, étaient propres à celle-là, ils ont laissé des traces sur le papier qui lui restaient immobiles par rapport à ces mouvements. En qualité de singe capucin, vous voilà sur l'épaule de l'artiste, lui-même installé sur le bateau-plume. L'embarcation glisse sur cette mer d'huile, devenue si calme et si brillante, qu'elle est ciel, nuages, villages, édifices, animaux et toutes sortes d'autres choses. Ainsi, le vaisseau devenu spatial contourne et traverse les différentes formes qui lui sont données à voir. Certains choix de montagnes sont évidents, d'autres trouvent une explication intelligible dans l'œil du spectateur et de son appréciation des artifices. Il en va d'une reconnaissance de la réalité, le faire valoir de l'être, comme étant une illusion. Il n'est pas question de désaveu, cas dans lequel la chimère prendrait une place qu'elle ne voudrait occuper, c'est-à-dire celle d'une référence fiable et universelle. Certains objets dégagent une aura, un halo invisible mais perceptible qui dévoile une archéologie futuriste insaisissable. Difficile d'avoir confiance en ces formes qui révèlent sans révéler, elles ne constituent pas pour autant une menace. Leur latence se situe quelque part entre confort et inconfort. Alors on avance, on contourne, on s'éloigne, on revient, on s'approche, très très près cette fois. Ajouter et soustraire continuellement les uns aux autres, les objets de la mer d'huile modifient en permanence leur centre de gravité.
révisant les espaces qui les séparent, élargissant leurs possibilités narratives. Certains archéologues mesurent ces espaces, reportant méticuleusement leur état, leur potentiel et leur errance. La retranscription de ces observations et la nécessité de les livrer aux yeux du monde deviennent à leur tour objets et influencent les espaces gravitationnels, nous éloignant toujours plus du simple contentement des besoins biologiques, c'est-à-dire du lombric amélioré. Avant 2000, visite du site archéologique de Bossia près d'Orbe, dans la campagne vaudoise. Le squelette d'une villa romaine de plus de 200 mètres de long, sujet au dépouillement soigneux des apprentis archéologues lausannois, se laisse tripoter sagement avant recouvrement. Non loin de la prison de Bochu, le site bénéficie aussi du renfort de quelques détenus en fin de peine. Au pied d'une mosaïque trône une balle de caoutchouc abandonnée, bleue recouverte de petits carrés rouges et blancs, adoptant la posture expectative d'une potentielle réactivation. Les larges murs, partiellement débarrassés de leur chape de terre, culminent à quelques centimètres en deçà du sol, offrant aux visiteurs une cartographie précise et de vastes pontons pour visiter les lieux. Faits par définition pour cloisonner, les murs en question inversent leur fonction séparatrice et deviennent espaces de déambulation. Les visiteurs sont les pions d'un Gulliver endimanché, ravis de déplier délicatement le plateau cartonné du « hâte-toi lentement ». Vu du ciel, l'écran verdoyant, scalpé de 4 incisions nettes, accueille un large rectangle ocre clair. Le végétal fait place au minéral, la matière grise romaine. L'état des lieux laisse entrevoir 2 directions narratives, le montage et le démontage d'un décor. À mi-chemin, l'une de l'autre, ces possibilités imprègnent le paysage d'une sensation de retenue pudique propre à l'habillage et au déshabillage. Entre hésitation et précipitation, regard furtif et voyeurisme, l'agréable ambiguïté narrative agit comme détonateur. Alors, imagination récréative, d'autres paysages se dessinent. Celui d'un chapiteau sur une plaine. Après la dernière représentation, le site est empreint de la même hésitation formelle, projetant le spectateur dans un espace géographique imprécis. L'immense et unique joue tendue du chapiteau, victime d'un polichinelle céleste au demeurant farceur, et irrésistiblement percé comme lacéré d'un coup d'opinel, libérant toute l'humidité contenue du public haletant et retombant délicatement sur le sol poussiéreux de la plaine. L'espace qui quelques instants plus tôt accueillait les vertigineuses projections du « si j'étais sur ce trapèze » se retrouve gisant quelques mètres plus bas. Un épatant aveu de faiblesse. S'exécute le ballet parfaitement rodé du démontage, dévoilage, dématage, dans un brouhaha de mousquetons, claquetant du bec. La plaine retrouve alors la faune, la flore, l'écologie et l'horizon qui lui sont propres. Notre balle en caoutchouc, qui pendant ce temps a trouvé un nouvel acquéreur, répond maintenant parfaitement à son utilité de balle, défiant à son tour de son unique joug les lois de la gravité. Ocre clair, chair, ocre clair, chair, elle entraîne l'agilité des petits doigts potelés de sa propriétaire et active les systèmes de récompense propres à l'apprentissage chez les mammifères.
Elle n'imagine pas qu'elle réactivera bien plus tard, lors de sa découverte dans un tiroir, quelques neurones répondant parfaitement à leur fonction de neurones. À cette occasion, elle portera à elle seule tout le poids de l'histoire romaine, du squelette de la villa, des mains baladeuses des archéologues lausannois, des détenus en fin de peine à Boschu, de Gulliver endimanché, du hâte-toi lentement, de l'histoire de la couleur, du cirque Knie, de Polichinelle et de son Opinel. Aujourd'hui chargée d'impression, la balle accueille par ailleurs un nouveau calque. Évacuée de tout intérêt ludique, elle souffre de sa pauvreté formelle. Vidée de toute utilité, l'objet J, n'ayant comme atout que de molles propriétés et de fades couleurs. Ces carrés rouges et blancs appliquent le mimétisme maladroit des mosaïques romaines de la Villa Bossea. Tel un miroir sphérique, la balle reproduit mollement l'espace qui la contenait. Non loin de là, dans les Alpes, il exista un type que l'on nommait Bonhomie. Son nom ne lui rendait pas tellement justice, il était simple certes, mais pas spécialement bon. C'était son physique qui était gentillet, trop rond et mou. Bonhomie échappait étrangement à ces histoires d'espace gravitationnel et d'archéologues qui les mesurent. Il naviguait sur cette magnifique mer d'huile, mais n'y prêtait aucune attention et s'adonnait à une autre forme d'archéologie. Il était fasciné par sa propre biologie. Pour tout dire, il fut d'abord fasciné par son toaster, puis par sa propre biologie. Un petit toaster métallique à bâton de la marque Jura, extrêmement rudimentaire, très cher et pourtant très vendu, qui à défaut d'être pratique et beau comme tous les beaux, n'a pas besoin d'être convenant pour améliorer votre existence. Cet objet bâillant a ainsi traversé le XXe siècle sans s'embarrasser d'inventions plus commodes qu'esthétiques. Pas de source de chaleur disposée des deux côtés de la tranche pour éviter le problème du retournement, pas de minuteur pour sereinement griller son pain tout en lisant son journal, ni le boîtier permettant de manipuler l'objet juste après usage. Un corps de chauve dans son plus simple apparat. Alors, après avoir fait le tour de l'objet, Bonhomie, lui aussi dans son plus simple apparat, fit le tour de sa petite biologie. Les débuts furent fastidieux, frustré de ne pouvoir s'observer dans sa globalité et cherchant désespérément un moyen d'y arriver, le jeune homme s'adonna à de terribles danses, si l'on accorde pour autant une extension sémantique au terme de danse. Se roulant disgracieusement par terre, grimaçant d'inconfort et lapant l'air, il fit fuir la moitié des villageois qui, touchés dans leur profonde pudeur, ne pouvaient accepter d'être associés à ces grotesques gesticulations que malheureusement rien n'épargnait en termes de mauvais goût. C'est un jour en croisant son reflet dans un des battants du fameux toaster qu'il élargit de quelques millimètres l'écho qu'il se faisait de lui-même. Il mit quelque temps avant de comprendre que ce seul ami au visage tantôt longiligne, tantôt parfois horizontal, n'était autre que lui, et put enfin s'adonner correctement à sa petite archéologie, s'observant sans peine et avec joie sous toutes ses coutures, parfois fasciné par un détail, un espacement entre deux oreilles, ou une poussière dans son nombril. Il oubliait que celui-ci était sien
et vantait ouvertement ses caractéristiques en l'exhibant, se prêtant parfois très sérieusement au jeu du camelot. Qui veut goûter mon foie farci, mon foie par-là? Mais personne ne voulait goûter à ces farces, bien entendu. Bonhomie, qui avait un énorme vis-à-vis sur lui-même, se surprit une fois guignant à travers ses propres rideaux. Alors, comme ça, on fait du voyeurisme? Mais dis donc, ça ne me regarde pas si je fais du voyeurisme. C'était de mauvaise foi, car ça le regardait bel et bien de se regarder. Alors on donna gentiment un entonnoir à Bonhomie, qui ne comprenait pas dans quel sens le porter, l'utilisa pour diffuser à qui voulut bien l'écouter son art du bonheur et sa petite écologie personnelle. Bonhomie, maintenant, incarnait parfaitement l'idiotie, c'est-à-dire, dans un premier temps, simple et unique, puis par extension, et malgré le reflet du toaster n'existant qu'à travers lui-même. Un Cretinus alpinus dans toute sa splendeur. N'oubliez pas de saler vos plats. Et comme la gravité finit toujours par faire son travail, Bonhomie prononça un jour ces derniers mots: Je me regrette déjà. Plus au sud, un personnage qui, lui, n'oublie jamais de saler ses macaronis, semble s'adonner au mimétisme parfait de l'autre idiot. Ce n'est pas dans son toaster qu'il se reflète, mais dans son plat favori, ou plutôt c'est la simplicité de ce dernier qui se reflète en lui. Jamais loin de ses macaronis, soit il les cuisine, soit il les mange, soit il les digère lors de siestes interminables. Polichinelle semble ainsi ingérer sa propre bêtise, ne paraissant exister qu'en lui-même. Pourtant, là où Bonhomie laisse échapper de son entonnoir toute forme d'idée et de raison, Polichinelle a pour principe d'échapper lui-même à toute forme de gravité. Le chassé-croisé, non pas des juilletistes et des aoutiens, mais de deux faux jumeaux apparemment semblables. Alors que le rire de l'un représente toute la bêtise du petit triturage de nombril et d'une mise à distance de l'intelligence menaçante, celui de l'autre est subversif, libérateur et transgressif. Un rire qui constate: oui, le monde existe, oui, le langage existe, oui, les hommes peuvent être géniaux et misérables à la fois. Idiot signifie stupide. Oui, mais idiot, au plus près de son étymologie, signifie avant tout simple. Polichinelle incarne parfaitement ce rapprochement étymologique. Des habits blancs, un masque neutre, une large bosse sur le dos. Une simplicité obsessionnelle qui finit par exhiber ce qu'elle était censée camoufler, la singularité du personnage. Une simplicité iconique. S'il est ainsi moderne avant les modernes, c'est pour mieux jouer le rôle des autres. Tantôt brigand, tantôt boulanger, pendu à plusieurs reprises, parfois cloné, se retrouvant jouant avec d'autres polichinelles, à la fois personne et tout le monde, devenant ainsi le masque du monde. Souvenez-vous de l'orgue, se déguiser pour mieux comprendre. N'est-ce pas là, au centre même de cette disposition à l'empathie, que se trouve le rôle de l'artiste? Un rôle que notre napolitain semble partager avec l'instrument. L'artiste se déguise, l'artiste parfois oublie, souvenez-vous. Il se joue du réel, met en échec la mémoire et cultive le désapprentissage. Nous apprenions à ce moment que le canari, afin d'élaborer les plus belles improvisations, supprimait une partie de ses neurones. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que Polichinelle emprunte avec allégresse
les plus belles plumes du canari, son bec s'en fait un masque et ça donne lui aussi au jeu de l'amnésie. Dans un livre sur Polichinelle, on peut lire: il ne s'agit pas simplement de mémoire. La récapitulation se trouve définie comme une anamnèse abrégée de ce qui a été évoqué précédemment de manière diffuse. Même à y regarder de plus près, l'anamnèse polychinesque ressemble davantage à l'oubli qu'au souvenir. Elle a davantage rapport au rire et aux sanglots qu'aux archives et au répertoire de la conscience. Que dans l'économie de la fin des temps, toute chose se retrouve récapitulée en polichinelle, signifie pour lui une expérience nouvelle et différente de l'histoire. En 1668, le physicien Mariotte fait sensation à la cour du roi d'Angleterre par la découverte stupéfiante de la tache aveugle. Il place le roi face à ses ministres, lui demande de masquer son œil droit et de fixer un point plus à gauche. Aux yeux du roi, et pour le plus grand bonheur de la société, tous les ministres se retrouvent sans tête. Cette perte de données correspond en fait à l'endroit où le nerf optique s'insère dans la rétine, ne reléguant ainsi au cerveau aucun message visuel. Vierge de toute information, le cerveau comble ce vide par de nouvelles indications colorimétriques. Il improvise. En 1973 est imprimée à Lucerne une édition sur les illusions d'optique. On peut y trouver l'expérience de la tache aveugle. Sur une languette noire est dessiné à l'extrême gauche un petit pain et à l'extrême droite une pièce de 5 centimes. Le magnifique artifice cérébral se retrouve lourdement sous-titré en gras: on ne peut tout avoir et rien payer.